Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. C'est le deuxième thème de la saison, le thème du Teen Movie. Et pour en parler, je suis avec l'équipe habituelle du Studio 7. Autour de moi, j'ai Frigo. Salut. Pauline. Salut. Et Louis. Salut à tous. Donc voilà, on est tous rassemblés en ce beau matin, parce qu'on enregistre très tôt pour faire cet épisode sur le Teen Movie. Un épisode qui a été grandement préparé par Pauline, donc on va plus l'entendre parler que les autres. La pression là. Pour votre plus grand plaisir, j'espère. Et puis, alors je crois que j'ai rien oublié. Et on peut déjà, directement commencer ou... Déjà, peut-être pour les retours. C'est vrai. Si vous nous écoutez du coup depuis la saison dernière, vous avez l'habitude d'avoir les retours. Bon, normalement, la semaine d'après, techniquement, si vous nous écoutez depuis la saison dernière. Enfin, c'est 2 épisodes après. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Mais normalement, on faisait les retours sur la partie 1. Maintenant, on va faire les retours sur la partie 2, histoire de regrouper les films entre eux. Enfin, tout ce qui est film avec tout ce qui est film, c'est plus cohérent. Je crois que t'allais dire quelque chose, Pauline. J'ai dit que déjà, je me suis fait vanner sur un épisode que j'ai même pas présenté, sur le fait que je tapais des monologues. C'est vrai ? Ouais, il y a Mathis, il a commenté Pauline quand elle commence à parler, et je sais plus, genre avec un truc sous-entendu qu'on pouvait pas m'arrêter. Alors là, vous allez m'entendre. Hein. C'est pas faux, c'est vrai que au moins on va taper une grosse sieste avec des cas là. Ouais, on va rattraper la nuit. On va être bien. Tu veux commencer ? Je vais faire une présentation dynamique avec des questions comme ça. Oh là là. Allez, attends, on va commencer par question habituelle. Oui, j'allais la faire. Ah, oui. bon, incroyable. Qu'est-ce qu'est un teen movie, selon toi ? C'est High School Musical. Non, en vrai, honnêtement, on en avait un peu parlé et tout en off, et puis j'ai quand même réfléchi de mon côté, mais en fait, à part vraiment genre des films qui sont destinés pour des teenagers, du coup des adolescents, je vois pas grand-chose d'autre, quoi. En toute honnêteté. Ok, et c'est un excellent point de départ et une excellente perche que tu me donnes en ayant dit des films destinés à des adolescents. Parce qu'en fait, une des premières choses que je voulais dire, c'est que teen movie, la traduction française, on ne sait pas exactement si c'est film pour des adolescents ou film sur des adolescents. Parce qu'en vrai, c'est un peu différent, il y a une nuance. Et je vois des cas qui le regardent dans le vide, je sais pas si... Non, c'est juste le matin. Okay. Il s'endort. Non, et du coup, c'est vrai que est-ce que donc ces films-là sont destinés uniquement à un public adolescent et genre quand tu deviens adulte, ça perd de l'intérêt ou voilà, ou est-ce que c'est juste sur l'adolescence mais que tu peux regarder à n'importe quel moment? En vrai, les deux options sont, selon les films, je pense que les deux options sont probables parce que, à mon avis, il y a certains teen movies qui perdent beaucoup d'intérêt quand tu grandis, quoi. Mais c'est vrai qu'on a, la traduction française, tu vois, on peut pas statuer sur film pour ados ou film d'ado simplement. Voilà, c'était pour la petite introduction avec la petite perche que tu m'as tendue. Ça commence fort tout ça. Hein. Et oui. Alors, pour la petite précision sur ma présentation à venir, je vais me concentrer beaucoup sur le teen movie américain parce que son histoire, elle est quand même très américaine et son évolution, c'est là-bas qu'elle est la plus marquante, on va dire, qu'elle est le plus liée à l'histoire du pays. Mais il existe des teen movies d'autres pays et je pense qu'on va en parler plus à la fin. Forcément, je vais faire des ponts avec des films français, européens, etc. Donc, le teen movie, ça a émergé dans les années 40-50, en fait, quand la télé est arrivée aux États-Unis, enfin, de partout d'ailleurs. Ça a entraîné une crise du cinéma. Les gens n'allaient plus trop en salle parce qu'ils voyaient plus l'intérêt parce qu'ils avaient la télé chez eux. Et du coup, les majors, les producteurs ont essayé de trouver des stratégies pour ramener le public en salle et surtout ramener un nouveau public en salle, un public de jeunes. Donc ils ont commencé à faire des films sur les jeunes pour les jeunes, là pour le coup les deux. Et ça a donné des films beaucoup dans les années 50, genre La Fureur de vivre de Nicolas Ray, qui est peut-être un des piliers du teen movie américain. Puisque du coup c'est avec James Dean, Natalie Wood, c'est genre les deux figures emblématiques du teen movie en termes d'acteurs. Ça veut dire qu'ils étaient hyper jeunes
ou ça veut dire que c'était juste des gens, je sais pas comment on peut dire, genre des gens de la trentaine qui paraissaient 16 piges et du coup c'était eux là. Non, ils étaient jeunes. Non, pour le coup, ils étaient assez jeunes. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez récurrent dans les teen movies d'avoir des lycéens joués par des mecs de 30 ans. Attends, juste avant qu'on continue, est-ce que dans ta présentation, tu penses que tu vas spoil beaucoup de trucs ou pas? Non, franchement, non. Ouais. Je pense pas. Ok, bon. Est-ce qu'on le rappellerait pas quand même que on peut c'est spoil c'est implicite. Ça peut arriver. Tu préviens avant si tu spoil les films. Mais ouais, bien sûr. Et voilà. Et en fait, James Dean, ça a vraiment été c'est devenu une icône, alors que le mec a pas fait tant de films que ça. Mais il est mort assez jeune. Et du coup, les films qu'il a fait, c'était qu'il était relativement jeune et c'était que des trucs où il jouait un peu l'ado rebelle, incompris, etc. Et du coup, c'est devenu vraiment une icône générationnelle. Louis, je crois. Ouais, en fait, tu l'as déjà dit, c'est une icône rebelle. D'ailleurs, La Fureur de vivre, son titre VO, c'est Rebel Without a Cause. Et il devient un peu la figure emblématique de ces adolescents qui se cherchent un petit peu, qui deviennent un peu rebelles et tout, et du coup, là, ils ont quelqu'un sur le grand écran à qui s'identifier, quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ça a un nom en anglais, il y a une traduction française, mais c'est les juvenile delinquents, délinquants juvéniles. Et c'est un peu James Dean dans La Fureur de vivre qui amorce ce truc du rebelle, du mec qui est pas fait pour aller en cours, qui fait de la merde à côté, mais en même temps, tu sens qu'il a un bon fond, etc. Et ça va lancer toute une vague de films qui vont se poursuivre entre les années 50 et les années 60, qui s'appellent les teen flicks. Et en fait, c'est un genre qui va très vite être un peu méprisé. On va parler de teensploitation, dans le sens où, en gros, t'as l'impression d'exploiter un filon un peu jusqu'à l'usure. Un peu comme le slasher, quoi. Un peu, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, l'histoire du slasher et du teen movie sont en vérité très liées. On en a déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent. C'est exactement pour la même chose que le slasher existe, pour amener les adolescents au cinéma. Hein. C'est vrai. Et du coup, on va dire le public adulte va un peu se désintéresser du teen movie, parce qu'ils ont l'impression que c'est vraiment genre juste une vague de films pour plaire aux jeunes sans forcément plus de réflexion derrière. Et du coup, dans les années 60, ils vont essayer de se diversifier un peu et de creuser un peu plus le rapport à l'autorité. C'est-à-dire, ça va être un peu plus fouillé que juste le mec qui, on sait pas trop d'où il vient et il est rebelle et voilà, et des histoires avec les jeunes et tout. Et en fait, il va y avoir deux camps qui vont se distinguer. Il va y avoir la rébellion qui va vraiment être très frontale avec des mecs qui vont avoir des conduites à risque, provocantes, etc. Et la rébellion un peu plus sage, on va dire, juste des jeunes qui crient sur leurs parents, tu vois. Et ça, c'est très marqué plus tard, pour le coup, mais dans un film comme Cry Baby, où en fait, t'as les deux camps. De quel réalisateur ? John Waters. C'est une comédie musicale avec Johnny Depp, qui était tout jeune. Et en fait, lui, il est dans vraiment les outcasts, genre les freaks et tout, qui sont vraiment genre des vrais rebelles, quoi. Les gars, voilà, ils ont toujours leur canif sur eux et tout, c'est vraiment, voilà. Et de l'autre côté, t'as les petits fils de bourgeois qui font des trucs avec leurs parents et tout, et qui se la jouent rebelles en mode on va se battre et tout. Et c'est un peu pour le coup, le film arrive plus tard, mais c'est un peu un symbole de cette opposition entre genre la vraie rébellion et la rébellion sage plutôt des enfants de bourgeois. Et en vrai, c'est aussi un peu un truc à une autre échelle qu'on va retrouver dans West Side Story, une autre comédie musicale. Je vais te demander si c'était un teen movie. Ouais, parce que du coup, t'as la confrontation entre les Hispano-Américains et les Américains, et qui sont tous un peu en banlieue, etc. Mais on va dire que les problématiques sont quand même pas les mêmes. Avec d'un côté, il y en a qui sont quand même victimes de racisme, d'exclusion, etc. Et qui du coup vont se battre de manière très violente pour s'inclure à la société. Et de l'autre, t'as plus l'impression que c'est une sorte d'ennui qui va amener à créer ce clan et à se bagarrer, quoi. Donc là, on est dans les années 60 à peu près. West Side Story, d'ailleurs, le premier, c'est 68, si je dis pas de bêtises.
C'est pas mal, je te crois. Aucune idée. Je crois, ouais. Je vais regarder, j'ai fait fact-check Vas-y. en live. Et après, dans les années 70, on va arriver à une explosion du genre encore. Et où là, ça va être la construction des archétypes du teen movie. C'est-à-dire que, en vrai, quand on parle de teen movie, on pense souvent au truc avec le nerd, le nerd geek, le mec populaire ou la fille populaire, et le random qui aimerait bien accéder à la popularité, mais qui galère, etc. Et ça arrive vraiment dans les années 70 avec deux sous-genres, on va dire, du teen movie. Vas-y. 1961. Ah, donc encore plus tôt, tu vois. Voilà, merci. Et ces sous-genres du teen movie sont le slasher, enfin, sous-genre du teen movie. Le slasher n'est pas un sous-genre du teen movie, mais on va dire une branche dérivée, que sont le slasher, dont on a beaucoup parlé dans l'épisode précédent, donc je vous invite à aller écouter la présentation de Louis dessus, parce que je vais pas tout redire. Et les sex comédies, les teen sex comédies, qui pour le coup rejoignent un peu le slasher sur tout ce qu'on a pu dire dans l'épisode précédent concernant la vision un peu conservatrice du sexe chez les adolescents, parce que souvent t'as un peu une morale en mode bon, c'est pas bien d'avoir des envies sexuelles, etc. Mais il va y avoir beaucoup de films. Ouais, vas-y, Descartes. Tu peux citer un exemple parlant de sex comédie? Alors pour le coup elle arrive plus tard que dans les années 70, mais genre Superbad, Okay. par exemple, je sais pas si tu l'as vu. Ah oui, genre American Pie, ça marche? Oui, ouais, totalement. Et en fait, du coup, donc justement, j'allais les citer comme exemple après, parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'on va voir émerger les films où il y a des sex quests, où en gros quête de sexualité, où tu vas avoir un personnage principal puceau qui va avoir pour mission durant le film de se dépuceler en fait. Ouais. Est-ce que ça vient pas, ce genre de film aussi, avec la libération sexuelle qu'il y a eu à la fin des années 60 et début 70, et ce mouvement un peu de la contre-culture hippie Si, totalement. Et d'ailleurs, dans les années 70, comme j'ai dit, il y a une vraie explosion du genre, et c'est parce que on a une époque où la jeunesse prend pas mal le dessus. Et la construction des archétypes du teen movie, elle va pas se faire à travers des films entre guillemets clichés comme on peut les imaginer aujourd'hui, mais plutôt par exemple à travers Breakfast Club, donc où Breakfast Club c'est genre je crois ils sont 5 ou un truc comme ça, 5 ou 6. Ouais, c'est ça, ils sont 5. C'est 5 étudiants qui sont collés, qui sont en retenue un samedi matin, je crois. Toute la journée même. Ouais. Et en fait tu vas avoir la fille de bourgeois, le rebelle, l'intello, le sportif. La fille un peu gothique, un peu réservée. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est fait de manière... en vrai, dit comme ça, on a l'impression que c'est ultra cliché, catégorisé, mais en même temps, c'est fait de manière un peu subtile. Et pareil, un des autres films matrices dans les années 70, c'est American Graffiti, qui aujourd'hui est peut-être un peu moins vu, un peu moins cité, on va dire, dans les teen movies, parce que, je sais pas, c'est peut-être très générationnel comme film. Mais en fait, c'est une bande d'ados qui sont à la fin de leurs études, qui sont en fin d'adolescence, on va dire, et on va suivre un peu leur errance pendant la nuit du bal du lycée. Et il va y avoir le mec... le mec un peu mystérieux qui a sa voiture et qui roule dans la nuit et que tout le monde admire mais on sait pas trop pourquoi. Il va y avoir les nerds qui vont vouloir aller acheter de l'alcool pour paraître cool pour la soirée et puis qui vont avoir plein de problèmes, qui vont se faire emballer, ce qui d'ailleurs est retrouvé dans Superbad des années après. Et du coup ça c'est vraiment, Breakfast Club et American Graffiti, c'est vraiment deux films matrices pour la suite du teen movie dans les années 70. J'ai quand même une autre question. Est-ce que du coup, au début je suis sûr, mais genre la fin du code ACE, ça a joué aussi pour l'expansion du genre ou pas? Au tout début, le code ACE, je crois qu'il s'est fini dans les années 60, je crois. 60. Ouais, je pense qu'au début, t'avais ce truc de... Ouais, vraiment ramener le public en salle, et c'est vrai que c'était des trucs un peu plus prudes. Ouais. Ça s'est fini en 1968.
Merci. Petite info précise. Et du coup, après, en fait, je pense que ça va tout ensemble. Bah, tu vois, 1968, c'est quand même pas une date anodine. Ouais. Et du coup, après, avec toute la révolution culturelle, etc., forcément. Peut-être on peut dire ce que c'est, pour ceux qui savent pas. Le code oui. Hayes, Ouais, ouais, carrément. Bah, vas-y, Frigo, puisque c'est toi qui l'as cité. Alors, je sais plus quand est-ce qu'il prend effet, mais du coup, c'est. Je vais te le dire. Allez. Alors, ça commence en 1934. D'accord, donc du coup, c'est en 1934 où, du coup, il y a un code de censure qui sévit aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, ça censure un peu tout ce qui peut être, il me semble, érotique ou à caractère très suggéré. Donc, je crois même les bisous, il les censure déjà à cette époque. En fait, il y a un nombre de secondes maximum. Ok. de oui, bisous. oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez connue et assez forte de Alfred Hitchcock qui a fait une séquence, j'ai plus le nom du film en tête, mais où en gros les personnages ils s'embrassent plein de fois d'affilée. Sans jamais dépasser le nombre de secondes imposé par le code Hayes. Et du coup, t'as l'impression que c'est un super long bisou, parce que la séquence dure beaucoup plus longtemps à l'écran. Mais en gros, ils jouent avec ce truc de leurs lèvres, elles restent jamais collées plus du nombre de secondes demandé par le code Hayes. Ouais, Hitchcock était un petit malin pour contourner un peu le code Hayes. Ouais, je vois ça. Ouais. Et c'est drôle parce que enfin bon là on dérive un peu, mais c'était un code qui du coup était très restrictif et en même temps imposait une certaine créativité aux auteurs qui étaient beaucoup dans la suggestion. Tu penses à des mecs comme Lubitsch, ils ont fait des films où je sais pas, t'as une fille qui vient déboucher l'évier et c'est ultra suggestif, ultra sexualisé, mais en fait c'est passé sous le code Hayes parce qu'il y a rien d'explicite, quoi. Ouais, c'était un peu con comme code. Et j'avais une autre question pour qu'on reste un peu dans le teen movie des années 70. On parlait que dans les années fin 50, début 60, il y avait un rapport avec l'autorité. Ouais. Mais est-ce que fin 60 et début 70, il y a toujours aussi ce même rapport, surtout qu'on est au moment de la guerre du Vietnam, au moment des mouvements sociaux de jeunes, notamment un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a du coup toujours ce même rapport à l'autorité ? Est-ce qu'il y a des teen movies qui parlent de ça ? De vraiment Non, en fait, ça va évoluer, c'est-à-dire que au début, le rapport à l'autorité, ça va être dans un cercle plus restreint, si on peut dire. Ça va être l'autorité des parents, de l'école, etc. Et là, on va rentrer plutôt dans une défiance de l'autorité, mais comme un symbole plus grand, tu vois. Comme j'ai pas envie de m'inclure dans la société, ce genre de choses, et rentrer dans des films peut-être plus individualistes, du coup, en tout cas pour les personnages. Qui refusent les codes sociaux, et du coup je pense qu'effectivement c'est lié, quoi. Voilà. Et il y a un film, je voulais quand même citer un film d'horreur, parce que du coup on a parlé du slasher, mais il y a un film qui est aussi assez matriciel pour le teen movie, c'est Carrie de Brian De Palma, qui pour le coup n'est pas un slasher, du coup on l'avait pas forcément cité, mais en fait ça va être le premier film qui va user du genre de l'horreur pour vraiment parler de sexualité, de féminité. Enfin, il y a toute une symbolique par rapport aux menstruations, quoi, de Carrie, et de ce passage à l'âge adulte à travers la sexualité. Et pour le coup, Carrie, je crois que c'est 76. C'est une œuvre aussi hyper importante pour le teen movie, parce que ça va être beaucoup moins frontal. Ça se passe aussi dans un lycée, il y a tout un truc un peu de harcèlement, mais comme il passe par le genre de l'horreur, je trouve que c'est un peu moins frontal. Et c'est super intelligent. Il y a même ce rapport à l'autorité, parce que dans mes souvenirs, la mère de Carrie est une catho ultra conservatrice, et c'est aussi le développement de la rébellion aussi de Carrie tout plus tard. Et c'est un super film, superbement adapté de Stephen King. Lisez-le d'ailleurs aussi, c'est très très bien. Du coup, moi j'ai une question, parce que tu parlais de lycée, et du coup, en fait, ça va jusqu'où le teen movie ? Parce que par exemple, est-ce que si t'as des ados qui sont à la fac et qui ont genre une vingtaine d'années, on est encore sur le teen movie ? Eh ben, en vrai, c'est une question qui se pose beaucoup, comment tu délimites le teen movie ? Parce que, en vrai, l'adolescence, en termes strictement médico-social, généralement, ça s'arrête vers genre 16 ans, tu vois. Ah ouais ? Si tôt ? Ouais.
Après, t'es dans pré-adulte ou âge adulte Ouais. direct. Mais en fait, le teen movie va plus loin que ça. Moi, j'ai tendance à le voir plutôt comme les trucs au lycée, et qu'après, université, t'es plus sur des trucs, genre passage à l'âge adulte. Bon, ça, on va y revenir aussi un peu. Mais en fait, il y a des... Ah oui, alors, j'ai oublié de citer, mais pour ma présentation, je me suis documentée essentiellement grâce au livre Les Teen Movies de Adrienne Boutang et Célia Sauvage, oui, pardon. On mettra dans la description. Ouais. D'ailleurs, il faudra que je mette aussi celui du slasher. Oui, c'est vrai. Slasher, parce que c'est pas mis encore. Et Ça sera en fait, dans leur livre, elle parle d'un truc hyper intéressant qui est, en gros, les grands ados ou les adolescents, comme on dit. Et en fait, il y a des films qui ne peuvent pas être considérés à proprement parler comme des teen movies parce que c'est avec des adultes, mais qui reprennent tous les codes du teen movie. Genre, je pense notamment au film de Judas Pato, genre 40 ans toujours puceau, tu vois. Bah en fait c'est genre une sex quest, le mec un peu outcast et tout, qui donc va chercher à se dépuceler, et pareil les films avec Seth Rogen ou les trucs comme ça, en fait ça reprend tous les codes du teen movie. Tu peux limite les considérer comme tels, alors que les gars ils ont 35-40 ans quoi. Donc c'est vrai que la limite elle est assez floue. Après je trouve que c'est quand même assez codifié sur la période lycée. Mais en plus, comme Frigo a dit, t'as ce truc des acteurs qui sont souvent beaucoup plus vieux et qui du coup brouillent encore plus la limite. Donc c'est pas facile de délimiter en vrai, je trouve, la période du teen movie. Mais est-ce que du coup ça a pas peut-être... alors là je pars un peu loin, mais genre... tu vois le fait que t'es du coup des gens super vieux, genre par exemple tu vas avoir... j'ai plus d'exemples de séries, on va dire, teen movie, enfin... ça veut rien dire, mais voilà. Teen série, ouais. La teen série. Où t'as genre un peu le héros qui est un mec ultra costaud, ultra baraque, machin. Ça a pas créé genre, Je pense à je sais pas, quoi peut-être Smallville. Ouais, je pensais exactement à la même. J'ai pensé exactement. Genre, tu sais, un peu des complexes ou des trucs par rapport à ça, du coup, que t'aies des différences d'âge de fou. En fait, dans Smallville, je sais pas s'il y a tant de différences d'âge, parce qu'à mon avis, ils ont tous 30 ans, les acteurs. Oui, mais je veux dire, du coup, toi qui t'identifies plus à eux. Et en vrai, c'est un vrai problème. Et je comptais en parler un peu plus dans la seconde partie de ma présentation, on va dire, sur les codes du teen movie. Okay. Mais c'est un peu comme ce qu'on disait sur le slasher, c'est qu'en fait, ça crée des espèces d'idéaux qui sont ultra clichés et inatteignables un peu. Et c'est vrai que en plus, dans Smallville, genre, au début, le mec... il est pas très populaire, voilà, alors que le gars est hyper beau gosse, baraque. Oui, c'est Superman quoi. Donc... Oui. Voilà, c'est ça. Genre t'as aucun doute que dans la vraie vie un mec comme ça au lycée c'est genre le grand sportif qui plaît à toutes les meufs quoi. Donc c'est vrai que parfois t'as un peu l'impression qu'on se fout de ta gueule sur. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je rebondis un peu sur ça, sur le côté avec son rapport au spectateur. Le côté frustration qu'on peut avoir en voyant justement les teen movies et tout, mais ça rejoint les sex quests, voir un lycéen faire une sex quest et de ne plus devenir puceau à la fin de son lycée, ça peut être ultra frustrant aussi de voir alors on baisse pas. On baisse pas et du coup c'est ultra frustrant. Ça peut être ultra frustrant pour un spectateur aussi jeune. Et puis en mode à la fin, le nerd il réussit et t'es en mode tout le monde peut baiser au lycée. C'est ça. Et du fait, coup c'est ultra frustrant. Il y a une sorte de pression un peu sociale qui se met dessus. Ouais. Et du coup, j'aimerais citer American Pie qui est un peu là-dessus. Ouais. Et qui en fait la fin est pas du tout justement, prend tout à revers la sex quest où le personnage principal il dit mais en fait non, le sexe c'est nul, j'en ai marre de cette pression, vas-y je m'en fous, j'ai pas envie de baiser. Bon finalement il va le faire mais il a ce côté, il a tourne pas quand même en dérailler. Il tombe sur une meuf qui a envie, donc voilà, il se dit bon vas-y mais il a ce discours que dans les sex quests est assez intéressant, je trouve, et notamment de la part d'un film American Pie qui a été survendu un petit peu comme étant ouais, vous avez pas baisé avant le lycée, vous êtes des nuls, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve ça super intéressant de parler de la frustration que ça peut créer chez le spectateur, ce genre de teen movie en fait. Mais il y a des films qui détournent ça de ouf. Et après, tu vois, genre j'avais cité Superbad
tout à l'heure. J'ai pas vu American Pie, mais ça a l'air d'être quand même relativement la même chose. C'est-à-dire que le personnage de Seth Rogen, notamment, il est vraiment tourné en ridicule parce que il est là, il parle que de sexe tout le temps et en fait c'est très explicite qu'il ment sur son expérience, voilà, et ça crée une insécurité chez lui. Et du coup, je pense que c'est aussi un peu voulu pour que le spectateur il se dise, en fait, c'est ridicule de vouloir à tout prix baiser, parce que le personnage en lui-même est ridicule et justement. On va dire le moment où il arrive finalement à se retrouver, à être enfin honnête avec les autres, avec lui-même, c'est quand il est avec son meilleur pote et qu'ils se disent qu'en fait ils s'en foutent du sexe parce qu'ils sont potes et qu'ils sont contents d'être ensemble, quoi. Donc ouais, c'est intéressant de voir aussi comment les films arrivent un peu à prendre à revers ce truc. Et en même temps, je prends des pincettes parce que je trouve qu'il reste toujours quand même quelque chose d'un peu ambigu, on va dire. Et en vrai, c'est une bonne transition pour la fin de la partie historique, on va dire. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, tu vas avoir une émergence d'auteurs qui vont dire que le teen movie, c'est n'importe quoi, ça représente pas du tout l'adolescence, et qui vont vouloir faire des trucs beaucoup plus sombres, beaucoup plus torturés. Et en fait, c'est aussi assez lié à l'histoire parce qu'on va être dans... on est déjà dedans, mais on va avoir vraiment l'impact des années SIDA dans ces années-là. Donc la sexualité, ça apporte aussi des maladies, que voilà, que c'est pas forcément que les jeunes ils ont d'autres problématiques, on va dire, de se battre contre ces maladies-là, contre plein de choses. Il y a aussi forcément les retentissements du Vietnam, même si ça arrivait un peu après, mais peut-être que dans les années 90, la parole se libère un peu plus, on va dire. Et du coup, tu vas avoir des auteurs comme Gus Van Sant, comme Larry Clark, qui vont faire des films archi sombres sur les adolescents, et ça va donner vraiment une nouvelle catégorie de teen movie avec des films comme Elephant. Bon, c'est année 2000, je crois, plutôt Elephant. Là, on est sur... Oui, c'est 2000. Je crois que c'est 2001. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça va être... donc oui, là, je parle des années 90, début des années 2000. Tu vas avoir Kids de Larry Clark. Et tu vas avoir aussi genre Virgin Suicides de Sofia Coppola dans les années 90, qui parle quand même de suicide de jeunes filles qui se font chier chez elles et qui aussi ont un rapport à la sexualité assez ambigu. Tu vas avoir un film comme Donnie Darko en 2001 aussi, où ça reprend tous les codes du teen movie. C'est dans un lycée, le mec c'est un peu le fric, voilà. Il y a aussi une romance au milieu de tout ça, mais en même temps c'est hyper sombre. Ça parle de mort, de sacrifice, voilà. C'est un peu en rapport avec ce qui se passe aux États-Unis à la fin des années 90, donc deuxième guerre du Golfe. Ouais. Puis après, il y a les années 2000 avec l'attentat du 11 septembre, mais aussi, surtout, les fusillades dans les lycées. Oui, avec Elephant. Avec Elephant, par exemple, mais c'est surtout, il y a un autre questionnement en fait, chez les adolescents à la fin des années 90, début 2000, autre chose que le sexe. Et en fait, c'est plus sa part, son rôle à jouer dans un monde qui évolue très vite et dans un monde où quelqu'un peut prendre une arme et tirer dans un lycée, quoi. Ouais. C'est très sombre et très difficile, mais c'est super intéressant de voir aussi le teen movie comme ça, parce qu'on a tendance, je pense, à le considérer comme une comédie. Ce que j'allais dire. Et du coup, là, se dire que, ok, il y a aussi des films beaucoup plus sombres et qui réfléchissent beaucoup plus sur la place de l'adolescent dans ce monde-là, c'est aussi très intéressant. Et tu sais pourquoi le teen movie est plutôt associé, on va dire, aux films un peu second degré, comédie plutôt que... parce que je pense que les films un peu matriciels du teen movie, c'était ça. Et que les films qui ont émergé c'est un peu plus tard, ont moins eu le temps de devenir cultes, et aussi, en vrai, sont moins vus. Je pense que globalement, un Grease, ça va être beaucoup plus populaire que un Kids de Larry Clark. Est-ce que tu penses que ce genre de film s'adresse autant aux ados que les autres ? Je pense que oui. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un renouvellement des questionnements des adolescents, très générationnel, où les gens
Évidemment, les questions de la sexualité, etc., c'est intemporel, mais la question de la place dans le monde, c'est très lié au conflit qu'il peut y avoir dans le monde dont Louis a parlé. Et du coup, je pense qu'un adolescent, il se sent, dans les années 90, etc., il se sent plus représenté par un film de Larry Clark ou un film comme Virgin Suicides que par une comédie où t'as l'impression qu'il n'existait aucun problème dans le monde, mis à part la sexualité, quoi. Ouais, genre il y a un peu une politisation de la jeunesse qui irait avec, c'est ça. avec les films, quoi. Et il y a un autre film aussi que je voulais citer parce que c'est les tout débuts de Leonardo DiCaprio, c'est Basketball Diaries, qui commence un peu en teen movie et puis qui dérive un petit peu parce que après il se détache totalement du lycée et qui parle d'addiction et où c'est genre en gros il est très prometteur en basket mais il est complètement drogué et du coup ça ruine sa vie. Et pareil, ça rentre et le film date de 94 et ça rentre totalement dans ces problématiques ultra sombres qui sont développées dans ces années-là et qui font qu'il y a vraiment une baisse de la comédie teen movie pour laisser place un peu à ces choses et qui se répercute aussi un peu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a encore, je trouve, une évolution du teen movie avec toutes les nouvelles questions sur le genre et la sexualité qui évoluent avec notre génération et récemment on a eu des films comme par exemple Booksmart d'Olivia Wilde qui est à proprement parler est un teen movie mais qui je trouve se positionne un petit peu différemment avec en vrai il n'y a pas énormément de teen movie enfin en tout cas connus LGBT en vrai, enfin j'en ai pas des masses en tête. Bah il y a Love Simon, ouais, voilà. Mais c'est très récent. C'est le seul qui vient à tout le monde à chaque fois. Booksmart du coup, qui est très récent aussi. Ça a évolué aussi sur les séries en vrai, ce genre de questionnement. Oui. Je pense à ça se retrouve beaucoup plus dans les séries. À la série Glee, créée par Ryan Murphy et tout. Donc c'est un vrai teen movie, enfin c'est une teen série de ouf, oui. Glee, mais qui parle aussi de ces questions-là autour de l'évolution de la révolution, de l'évolution des relations sexuelles et LGBT. Et aujourd'hui, c'est Sex Education sur Netflix, ouais. Qui est une série qui pose vraiment la base de tout ça. Comment un ado se voit aussi dans ce monde-là d'aujourd'hui, avec cette évolution de genre, cette évolution des relations sexuelles et de pratiques sexuelles qui existent maintenant. Juste une question, parce que là c'est juste moi qui me la pose, mais du coup genre Euphoria et 13 Reasons Why, c'est des trucs teen ou c'est plus adulte? Ah non, c'est totalement teen, ouais. Ok. Et du coup, c'est pareil, ça rentre dans un truc un peu plus sombre ou en mode. Carrément. Ça parle de sujets qui jusque-là étaient tabous dans ce genre de film, tu vois. Genre, j'ai pas vu Euphoria, mais genre 13 Reasons Why, ça parle de viol et tout. Tu vois pas ça avant récemment dans les trucs pour ados, quoi. Et pareil, il y a quelques années, enfin, moi j'ai pas vu, mais il y avait Sense8 aussi, qui abordait toutes les. C'était teen, ça? Mais c'est pas exactement pour les ados. Pour moi, c'est adultes. Pour moi, c'est des adultes. Ah ouais. Sense8, je crois. Ouais, je pense. Ah, okay. Moi, je visualisais ça comme un truc un peu. Ok, autant pour moi. Et voilà. Et du coup, pour finir sur cette opposition qui s'est créée, je voulais lire 2 citations de 2 auteurs de teen movie à des périodes différentes qui sont assez drôles à mettre en opposition. Il y a John Hughes qui du coup est celui qui a fait Breakfast Club, Ferris Bueller, qui du coup était plutôt années 80, qui disait l'un des objectifs du film, ah non pardon, ça c'est pas sa citation à lui, qui disait: la plupart de mes personnages sont plus romantiques que sexuels. Je pense que c'est une différence essentielle dans mes films. Je crois qu'il est plus juste de représenter les jeunes comme romantiques, comme désirant établir une relation avec quelqu'un du sexe opposé, plutôt que comme désirant juste une relation sexuelle. Non, tu vois, direct, c'est quand même très hétéro. Oui, c'est ça. Ça date de quand ? Alors, ça, il l'a dit en 86. Ouais. L'époque aussi joue un peu là-dessus. Et bon, et alors même si lui, il dit c'est pas que sexuel, c'est aussi romantique, tu vois. Donc ça reste quand même dans un truc où les problématiques, c'est la relation à l'autre amoureuse, quoi. Et Larry Clark, du coup, qui lui est un auteur des années 90, il dit:
l'un des objectifs du film, il parlait de Ken Park, qui est un de ses films, voilà. L'un des objectifs du film est d'en finir avec l'hypocrisie. Ken Park est explicite, les relations sont montrées et non pas niées. La question n'est pas celle d'un effet plus fort, mais d'une sincérité et d'une émotion qui se présentent comme les plus nues et les plus honnêtes possibles. Et en fait, lui, c'est vrai que quand il va aborder la sexualité, il va pas être là en mode non, ils sont aussi romantiques, mes personnages. Ça va être les jeunes, ils font des actes sexuels et ça va être montré de manière beaucoup plus crue. Ce qui pose problème un petit peu quand même, bizarre, notamment chez Larry Clark, c'est que alors je sais plus si c'est dans Ken Park ou dans Kids, mais il y a certaines scènes de sexe qui sont non simulées. C'est trop bizarre. Hein. Désolé, mais c'est trop bizarre comme. Et les acteurs sont à la limite de la majorité, donc c'est très très, enfin ça peut être très problématique, Larry Clark. Non, oui, et notamment dans ses propos, enfin. Voilà. C'est un auteur très controversé. Ah oui, complètement. Bah ouais, mais Ken Park, c'est juste, très bien, je trouve que c'est très marquant de l'évolution quand même, où en fait la sexualité c'est plus, en tout cas la relation amoureuse / sexuelle, c'est plus un truc en mode je suis amoureux, je vais donner un mot dans le casier de ma copine. C'est un truc en mode en fait t'arrives dans l'âge adulte, t'as des relations sexuelles, ça veut pas forcément dire que t'es amoureux. Je trouve que c'est un peu quelque part une dédiabolisation de l'acte sexuel. Ouais, mais je trouve ça trop bizarre quand t'es un adulte de je sais pas quel âge il a, mais il y en a plein, tu vois, de 30-40 ans, de prendre des ados et leur faire jouer ou alors d'avoir des scènes de sexe ultra cru, ultra explicite et tout, alors après, que toi t'es un vieux daron de 40 ans. Je trouve il y a un truc un peu bizarre dans bien sûr, mais dans la méthode, je peux être d'accord, mais après, dans le fait que la scène soit crue, moi ça me dérange absolument pas. Tu vois, ça rentre un peu dans la vision de Larry Clark, de l'auteur, qui fait ça parce que justement pour dédiaboliser le sexe et tout, notamment par rapport à l'adolescence. C'est ça, et moi je trouve ça intéressant de un peu d'enlever les tabous de tu vois, le sexe ça va pas être avec une petite musique où genre tu vois le drap passer dessus et après fondu au noir et voilà. D'accord, mais il y a quand même un truc là sur l'âge où c'est quand même un peu chelou. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit sur la méthode, tu vois, on peut questionner, mais juste le fait de vouloir dire en fait genre le sexe c'est ça arrive à tout le monde et tu vois, c'est pas. Mais c'est l'intention que je trouve étonnante, on va dire. Moi, je trouve que c'est pas l'intention qui est questionnable, c'est plus la méthode. Mais oui, non, mais d'accord, mais tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus de faire de l'éducation sexuelle. Non, mais d'accord, mais attends, Larry Clark, il fait pas d'éducation sexuelle, il montre des trucs. Ces films, de ce que j'en ai pas vu du coup, parce que justement, ça me donnait pas plus envie que ça. Et peut-être que c'est très bien, tu vois, je sais pas, j'ai pas vu, donc voilà. Mais ça a l'air quand même d'être très. Très très cru, on est plus que sur l'éducation sexuelle, on est vraiment presque des fois sur ça a l'air d'être porno, du torture sexe ou j'en sais rien, non. Pas torture sexe mais dans le sens pas torture dans ce sens-là mais dans le sens très traumatique, non. Très pour le coup non, pas, du seul que j'ai vu, Ken Park, c'est des relations sexuelles complètement consenties et pas non, mais c'est pas la question du consentement, mais pas comment dire. C'est pas montré de manière torture, comme tu disais, torture porn. C'est montré de manière, le sexe, c'est comme ça, même entre deux êtres consentis, entre deux êtres amoureux, c'est comme ça, c'est cru, les corps transpirent, etc. Et puis voilà. Et en vrai, pour partir sur un auteur un peu moins problématique, on va dire. Parce que du coup, Larry Clark, dans ses propos, etc., on peut questionner. Mais il y a Greg Araki, il fait aussi des films où le sexe est quelque chose de presque trivial dedans. Et moi, je trouve ça aussi bien de pouvoir montrer ça, tu vois, de pouvoir dire... c'est pas une quête en fait le sexe, c'est en totale opposition avec ce truc des sex quests, c'est que la sexualité n'a pas à être une quête et un but en soi, tu vois, ça peut être un truc qui est dans ta vie de tous les jours et en fait le lendemain tu revois pas la personne et c'est comme ça quoi. C'est ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant. L'opposition est intéressante pour bien montrer l'évolution aussi que le teen movie a eu quoi. Et je pense que après il y a aussi ce truc de par rapport à l'âge des auteurs vis-à-vis de ceux de leurs personnages,
celui de leur personnage, c'est qu'en fait, c'est des mecs qui ont grandi à une époque où les teen movies, c'était des trucs cucu, Sex Quest, etc. Et en fait, qui, une fois qu'ils ont fait des films, ont eu envie de dire, bah en fait, non, pour les ados qui sont là maintenant, on n'a pas envie qu'ils grandissent avec la même chose que nous, qui est quelque chose d'hypocrite et de débile, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord, ouais. Et c'était le film auquel je pensais de Larry Clark, c'était Bully. Ah oui. Qui, en gros, j'avais vu pas mal de Après, retours Bully, critiques qui disaient que c'était un peu sadique, un peu. Oui, mais parce que Bully, c'est moins tourné sur le sexe, pour le coup. C'est pas Ah tourné ouais. sur le harcèlement, justement. Si, c'est ça. En fait, c'est des jeunes qui décident de s'en prendre à leur harceleur et qui vont le tuer. Je l'ai pas encore vu. Et Du coup, on connaît tout le film. c'est le début. Enfin, genre, c'est pas la fin qu'il le tue. Ok, mais ok. Bah, faudra que je le voie Ouais. et qu'on en discute. Et bon, voilà. Et du coup, j'ai à peu près fini, je pense, avec le côté évolution historique. Ok. Et il y a 2-3 trucs, du coup, sur lesquels je voulais revenir. C'était un peu les codes du teen movie tels qu'on les imagine, du moins, et tels qu'ils ont existé pendant longtemps. Donc, il y a en premier lieu les espaces, qui sont des espaces limités et contraignants. Il va y avoir le lycée, qui va être vraiment un lieu, genre en mode avec les figures d'autorité, les profs chiants, le proviseur, les trucs comme ça. Et où il va y avoir un peu cette symbolique de, par exemple, la sonnerie libératrice. Et tout à l'heure, tu disais en rigolant High School Musical, Oui. mais en vrai, je crois que c'est dans le 2. Oui. Toute la séquence d'intro, c'est genre le tic-tic, ils attendent la sonnerie pour que ce soit les vacances d'été, et c'est Pourquoi genre je what me time souviens is de it, ça, what moi time is it. Ah, parce que c'est un peu. Ouais. C'est des films d'enfance, quoi. Ouais, je Ouais, sais. c'est un peu un emblème au Ouais, final. ouais. Et après, voilà, c'est l'été, et du coup, il va y avoir un peu aussi cette opposition entre les films d'été, où ça va être on va faire la fête, on profite de l'été, c'est la fin des cours, etc. Et les films qui vont se dérouler pendant la scolarité. Non, Ouais. mais en fait, non, pardon, je viens d'avoir un truc, mais du coup, on parlait de la High School Musical, mais du coup, ça fait 3 fois que je dis du coup. Disney Channel, son apport dans le teen movie, c'est abusé. Ah, bah, c'est Oui, démentiel. les trucs Il y a Hannah que ça, Montana gros. et compagnie. Bah ouais, mais même Camp Rock, tous les Oui. High School Musical, tout ce genre de Money trucs, Mouth, des un trucs peu comme ça. comédie musicale teen et tout. Ouais. Enfin, il y a tellement de trucs qui viennent de Disney Channel. Après, disons que Disney Channel, enfin Disney de manière générale, Oui, bah. a apporté les bacs de pureté, tu vois, par exemple, et a créé beaucoup de Oui. gens pour vendre du sexe à des petites filles, tu vois, Ouais, pour bah, paraphraser South Park. Ce qui Ouais. fait que, oui, enfin, ils ont contribué Oui, à ils ont ça. pas de ouf, forcément tu vois. apporté beaucoup que en bien, quoi. bah Mais... surtout Disney Ah, je pense Channel, qu'ils ont apporté c'est- du Ah oui, non, mais oui. c'est une chaîne de télé pour les ados aussi, quoi. Donc c'est Ouais. évident que Quand s'ils t'as vont un faire truc du qui film, s'appelle Disney XD en France, Ouais. tu vois, pose quand même des questions, on va dire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais les chaînes américaines qui ont pullulé ensuite à la fin des années 80, début MTV. 90, MTV, tout ça, ça a énormément joué aussi sur le rapport de l'adolescent avec sa société et tout, et son Ouais. évolution. Oui, non, mais c'est sûr. Avec la multi... bah, déjà, le teen movie de base, il a été créé en réponse à la télé. Et en fait, derrière, c'est un truc qui s'est vraiment inscrit dans l'histoire du cinéma de manière générale, mais oui, aussi du teen movie. Et même aujourd'hui, quand on parlait des évolutions récentes, aujourd'hui, il y a tout un questionnement sur les réseaux sociaux, etc. Et toi, tu as cité Frigo, Certain Reason Why. Il y a aussi tout ce rapport au harcèlement en ligne, voilà, les photos qui sont prises, qui sont partagées sur les réseaux et tout. Et c'est tout un questionnement qui va se retrouver aussi dans les films un peu nouveaux, quoi. Donc c'est bien de voir que ça évolue avec les nouvelles problématiques des adolescents. Et voilà où j'en étais. Je parlais des espaces. Donc il y a le lycée et il y a pour l'extérieur, on va dire, très souvent les teen movies vont se passer plutôt en banlieue que dans des grandes villes. Alors ça va être soit la banlieue un peu richou, genre Clueless, Beverly Hills. voilà. Soit la banlieue un peu plus dans American Graffiti, etc., ou même dans Rose Bonbon, Pretty in Pink, la personnage principale, par exemple, elle n'ose pas ramener son copain à la maison parce qu'elle veut pas qu'il voit qu'elle vit dans un endroit un peu pauvre, etc. Donc ça va être vraiment un truc des espaces qui vont être rendus contraignants et qui vont encore plus accentuer l'envie d'émancipation des ados, quoi. Donc il y a ça. Après, il y a un symbole qui revient beaucoup, c'est la voiture.
qui en fait est du coup, du fait de cette envie d'émancipation, le symbole de la liberté. En mode, bah, si t'as une voiture, tu peux aller n'importe où. Ouais, mais. Enfin, pardon, mais du coup, je suis d'accord avec toi sur la voiture, mais c'est étonnant parce que la voiture, c'est 16 ans, je crois, aux États-Unis. Ouais. On disait que c'était plus ou moins la fin de l'adolescence. Ah, mais j'ai dit en termes médico-social. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais même, ça arrive très souvent dans les teen movies qu'ils se baladent. Enfin, après, c'est un truc typiquement américain où les gosses ils partent avec la voiture, ils font n'importe quoi, t'as pas envie de fou, tu vois. Bah, dans Clueless, par exemple. Mais partout. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Mais du coup, ça arrive quand même fin d'ado, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'était pas très utile. Après, souvent, t'as un peu cette figure. Enfin, ils se disent bon, allez, il y en a un, il fait vraiment trop vieux pour être un ado. Et parfois, t'as un peu cette figure du mec plus vieux qui est plus au lycée, mais qui traîne devant le lycée parce que il a jamais vraiment quitté cette phase ou qui sait pas quoi faire de sa vie. Et par exemple, dans American Graffiti, le mec qui a la voiture et qui est trop stylé, en fait, lui, il est plus au lycée, il est déscolarisé, on sait pas trop ce qu'il fait. Mais c'est le mec trop stylé qui a la voiture. Parce que c'est un symbole de liberté, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et pareil, dans Ferris Bueller, ils sèchent les cours, ils prennent une voiture pour aller faire des tours. Il y a la symbolique de la voiture du daron riche qu'il faut absolument pas toucher et qui en fait finit un peu de manière Tragique. Petite voiture partie trop tôt. voilà. Donc il y a ça. Et après, en vrai, le plus flagrant, on va dire, dans les codes du teen movie, c'est la hiérarchie sociale au lycée, quoi. T'as vraiment les groupes, et du coup, il y a des films qui, pour le coup, vont à fond là-dedans, et j'ai déjà cité Clueless, et il y a aussi Mean Girls, où vraiment t'as la nouvelle au lycée, et on lui fait faire le tour, et on lui dit là c'est la table des geeks, là c'est la table des émos, là c'est la table des intellos, là c'est la table des sportifs. Et en fait, il y a un peu cette codification sociale qui est, je pense, très exagérée dans les films, mais qui doit exister, qui est assez importante. Et tu vas avoir une vraie distinction entre les hommes et les femmes, en fait, dans ces films. C'est-à-dire qu'ils vont pas du tout, ils vont pas avoir exactement les mêmes problématiques et ils vont avoir des comportements très codifiés. C'est-à-dire que les femmes, c'est devenir populaire et soit elle a un peu la mean bitch, la peste, on va dire, qui pour être la reine du lycée se doit d'être une peste. T'as la fille un peu timide qui va tomber amoureuse du beau gosse et qui va pas trop savoir comment l'aborder, qui va être un télo et qui va faire semblant en fait d'être nul pour mieux s'intégrer, etc. Et du côté des mecs, tu vas avoir vraiment ce truc de la virilité, si t'es pas sportif, t'es un peu le mec à part, le loser à lunettes, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est, encore une fois, on en revient à Superbad, qui détourne un peu ces trucs-là, parce que donc, du coup, évidemment, Superbad, Sex Quest, etc., ils sont là, ils veulent absolument coucher avec des filles. Et en même temps, le film a une espèce de tension homo-érotique très très drôle entre les deux personnages principaux qui agissent comme un couple. Vraiment, ils s'engueulent comme un couple, etc. Du coup, est-ce que ça devient pas un ressort comique ? Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est une question que j'aurais. Oui et non. En fait, elle est jamais vraiment actée, mais c'est encore une fois, c'est pareil, c'est tourné en ridicule parce que les personnages sont ridicules. Et en fait, du coup, il y a une séquence que je vais spoil, mais vous spoilez Superbad, c'est pas non plus... Pas bien grave. Regardez-le, c'est un super film, mais... Ouais. En fait, il y a une scène où, après avoir tout foiré, leur soirée, etc., les deux personnages se retrouvent chez l'un des deux et finissent par dire... par dormir à côté, quoi, chacun dans leur sac de couchage. Et en fait, ils finissent par se dire ouais, en fait, le sexe c'est nul et tout, je t'aime mec, moi aussi je t'aime, j'ai envie de le crier, je t'aime et tout. Et tu vois, vraiment, c'est genre ce truc de tension homo-érotique. En fait, t'as un espèce de sous-texte homosexuel entre les deux qui n'est jamais acté, mais voilà. Et le lendemain matin, t'as le personnage de Seth Rogen qui se réveille et en gros, t'as l'impression qu'ils ont honte de ce qui vient de se passer. Et du coup, qui pour désamorcer ça, dit au gars, ta mère a des gros nichons. En mode, pour retourner vers ce truc viril, il faut que je... Et vraiment, il le regarde, il lui dit ça et il se barre, tu vois.
Par contre, je crois que tu dis depuis tout à l'heure que Superbad c'est avec Seth Rogen, mais je crois que c'est Jonah Hill. Ah oui, putain, pardon. C'est Jonah Hill et pardon. Michael Cera. Oui, je sais pas pourquoi, parce que Seth Rogen, c'est aussi un peu une figure de. Bah, c'est de ces de films-là. l'adolescent en fait. Mais oui, t'as raison, c'est Jonah Hill. Jonah Hill. Excusez-moi. Eratum, c'est Jonah Hill. Et oui, voilà, il dit ta mère a des gros nichons et il se barre. Enfin, tu vois, c'est genre un peu justement se moquer de ce côté. Parce qu'en fait, la scène est du coup ultra ridicule. Et c'est se moquer de cette espèce d'envie de virilité permanente et de parler de cul alors que ça n'a aucun sens. Donc voilà. Et je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses en vrai. Voilà, enfin, t'as tout ce qui est la loi du groupe au lycée, les suiveurs qui, dans Mean Girls, t'as la fille qui à la base infiltre le groupe de peste pour que ça se retourne contre elle et qui en fait se prend au jeu et devient elle-même une peste. Enfin, c'est très et au final tu te rends compte que la peste principale, elle est pas si méchante que ça. Enfin bon, il y a vraiment ce truc de code de la hiérarchie scolaire. Et ça amène un peu à la question, au focus de Louis, je crois. Donc je vais peut-être m'arrêter là et on va peut-être passer au focus. Ah si, il y a un truc que je voulais dire, c'est que j'ai très peu abordé parce que c'est encore toute une autre problématique. Mais le teen movie est aussi très lié au genre du super-héros. C'est vrai. Et quand tu vois des trucs genre Spider-Man, c'est un lycéen à la base, à toute base. Bon, même si... dans les films... il a 30 ans. Pareil, il fait un peu plus vieux. Mais en fait, si on pousse un peu le truc, l'histoire de se faire mordre et après l'espèce d'éveil des pouvoirs et tout, tu peux un peu voir ça comme une métaphore de l'éveil de la sexualité. Le gars lance des toiles. Ouais, bref. Et puis Stan Lee, donc l'auteur qui a créé Spider-Man, l'avait inventé ce super-héros un petit peu pour que les adolescents aussi puissent se reconnaître dans un personnage, un peu comme finalement le teen movie voulait que les spectateurs adolescents se reconnaissent dans un personnage. Donc il y a effectivement, c'est pas bête. Puis on parlait de Smallville tout à l'heure, oui, voilà, qui est pareil. un très bon exemple de teen série où c'est Clark Kent. Tu te reconnais pas du tout. Tu te reconnais pas du tout dans Clark Kent, mais trop Stocko, c'est mec. Mais il a toutes ces questions autour de l'adolescence et de son évolution et tout, qui est super intéressante en rapport avec ses super pouvoirs. Mais Spider-Man, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est là où je trouve que la trilogie de Sam Raimi est très réussie. C'est qu'elle arrive vraiment à retranscrire ce côté éveil sur une tranche un peu métaphorique, mais les scènes où il découvre ses pouvoirs sont hyper bien faites. Là où par la suite ça va être peut-être un peu plus édulcoré et beaucoup moins... Enfin en fait beaucoup plus premier degré, en mode il découvre qu'il a des pouvoirs et c'est tout quoi. Il y a plus de métaphore. Mais les Amazing Spider-Man, notamment le premier, prend aussi une tournure teen movie, notamment dans la relation entre Peter Parker et Gwen Stacy, où il y a énormément de scènes entre les deux, hors super-héros, et du coup qui font vraiment romance teen, en fait. Ouais, je vois. Et pareil, il y a un autre genre qui est ultra codifié, c'est les comédies musicales. Enfin, t'as les trucs comme Grease, comme on en a parlé, West Side Story. Enfin, c'est très aussi rattaché au teen movie, mais on pourrait faire une autre présentation de 1 heure dessus, donc je me suis pas forcément trop attardée dessus. Je pourrais reparler du super-héros, là il y a des trucs qui viennent de me revenir. Ouais. Dans le MCU, les Spider-Man du MCU, je les trouve ratés, mais on peut au moins le premier voir un peu un teen movie, mais voilà. Oui. Mais par contre, c'est la série Disney+, Miss Marvel, alors qui est pas une très très bonne série, mais qui a un côté teen série assez intéressant dans la recherche de la quête d'identité. On en a un peu vite fait parler, mais c'est aussi quelque chose très lié à l'adolescence, la quête d'identité, notamment la quête d'identité sexuelle et tout. Mais là, c'est la quête d'identité à la fois en tant que super-héroïne, jeune super-héroïne, donc c'est Kamala Khan, une jeune ado d'origine pakistanaise qui du jour au lendemain découvre ses pouvoirs. Et il y a une quête donc, de super-héroïne, mais il y a aussi une quête identitaire, où elle va chercher un peu à savoir d'où elle vient, ses origines et tout. Et c'est vrai que ça peut être aussi une thématique dans les teen movies et teen séries, cette quête de l'identité, tant sexuelle que d'origine ethnique, etc. etc. Donc voilà, je voulais citer un petit peu cette série qui est un peu
qui est pas très très bonne, mais qui peut être intéressante. Ok. Écoutez, je pense qu'on en a fini pour la grosse présentation du thème. Ouais. On va pouvoir passer à la deuxième partie de l'épisode, donc sur les focus des chroniqueurs. Donc pour rappeler ce que c'est du coup on a un thème principal, donc le teen movie, et si on a un petit focus qu'on veut aborder, un petit point qu'on veut pousser, c'est le moment. Alors, on n'est pas obligé d'en avoir tous, hein. Je sais peut-être que Frigo, tu en as pas. Je vous propose de commencer. Ouais. Je voulais me renseigner, j'ai pas eu le temps malheureusement sur la musique, le son ou l'utilisation de la musique, etc. dans les teen movies. La musique, en vrai, pour t'aider un petit peu, des teen movies, c'est des musiques populaires qui font penser à l'adolescence du moment, quoi. Pour reprendre l'exemple de American Pie, il y a du Blink 182 dedans, tu vois. Enfin, vraiment, moi, ça m'a ramené des années en arrière, au début des années 2000, tu vois. C'est vrai. Alors après, là, pour le coup, vu que j'ai quand même un petit peu d'idées, je peux quand même dire 2-3 trucs, du moins au niveau de la musique et du son. C'est que t'as à peu près tout le temps des groupes ou des bandes du lycée. T'as forcément des petits concerts où genre c'est un peu du rock, de garage, fait par des gamins, genre typiquement dans Smallville, même si c'est pas un teen movie, du coup t'as énormément ce truc de l'espèce de club ou l'espèce de café où t'as souvent des concerts ou des trucs. C'est un truc qui est très souvent présent en vrai. Il y a même des teen movies de musique, hein, genre Sing Street. Ah oui, complètement. High School Musical. High School Musical pour revenir. Qui en plus est une comédie musicale sur la musique. Oui. Ou Camp Rock même par exemple, où c'est, j'ai pas assez de data, mais je pense que c'est quand même souvent, j'ai l'impression que c'est souvent des musiques un peu rock quand même qui sont utilisées dans les teen movies. Souvent, je trouve que c'est ultra genré. Mais enfin, de toute façon, le teen movie très genré. Est très genré, mais tu vois, pour les teen movies plus à destination des mecs, c'est vrai que du coup, on est plus sur du rock, mais sur les trucs un peu à la Clueless Mean Girl, j'ai l'impression qu'on est quand même très sur des trucs un peu plus popish, tu vois. Popish. Carrément. Donc c'est vrai que c'est ultra genré, même dans l'utilisation de la musique, quoi. Enfin, je trouve dans les teen movies, quand t'es ado, tu vois tout de suite lequel en tant que mec t'es censé en tant que mec t'es censé parler d'American Pie, tu vois, et quand t'es une meuf de Lolita malgré moi ou je sais pas du coup, parce que j'étais pas une meuf, mais tu veux dire. Mais ça c'est un truc plus récent pour le coup, parce que les teen movies un peu, du début années 50, 60 ou même un peu après, c'est soit des films de bande, soit des trucs où peut-être tu vas pas t'attacher au même personnage selon si t'es une fille ou un garçon, mais un truc genre Breakfast Club, t'en as un peu pour tous les goûts, et du coup c'est pas, le film en lui-même est pas genré, les personnages à l'intérieur un peu plus. Mais c'est un peu plus ancien, quoi, comme tu le dis. Mais d'ailleurs, en parlant de Breakfast Club, dans Breakfast Club comme dans Ferris Bueller par exemple, les scènes les plus iconiques, c'est les scènes musicales qui viennent un peu de détonner dans le film, genre en fait limite tu passes sur de la comédie musicale alors que de base c'en est pas du tout. Dans Breakfast Club t'as une scène où ils se mettent à danser tous dans la bibliothèque, je crois, et qui en soi n'a aucun sens en termes réalité concrète, tu vois, et le film n'est pas pour autant vraiment une comédie musicale. Et dans Ferris Bueller, une des scènes les plus iconiques, c'est à la parade quand il se met à chanter Twist and Shout, quoi. Après là, je repense du coup, mais oui, en vrai, par contre, là du coup, je peux plus parler d'utilisation de la musique, mais je pense à Projet X, par exemple. Oui. En vrai, c'est quand même quasiment tout le temps des musiques populaires ou des musiques qui sont inscrites dans la temporalité et qui deviennent populaires par le film, tu vois. Genre, Kid Cudi a quand même eu un peu son moment d'expansion, je sais pas si on peut dire ça comme ça, par Projet X. Et par les musiques qu'il y a eu dedans, etc. Et en vrai, c'est bien ou pas Projet X? Non. C'est vraiment un très mauvais film. Ah ouais? J'aurais pas dit très mauvais, mais j'ai trouvé ça très mauvais. Il est tiers. C'est vraiment le symbole d'une génération quand même. Ouais, mais parce que c'était un peu, ça vendait un peu le truc en mode, tu vas regarder le film, tu vas devenir un Américain, tu vois. C'est très américain comme film. Pas faux. Ce qui fait que tu le regardais, t'étais là en mode putain, je veux trop faire une soirée comme ça. Et en fait, genre au bout de 2 semaines, tu te dis mais genre sa soirée elle est éclatée. Genre, je connais pas de nain. Non, mais d'ailleurs, il y a eu des dérives de ouf de ce film, parce que je suis pas sûre que le but ça a été de montrer que c'est hyper cool de faire ça, vu les conséquences que ça et la destruction qui a lieu pendant la soirée. Et derrière, et Projet X, c'est limite
devenu une expression qui est Bah oui. rentrée dans le langage commun. Faire Ouais. une soirée projet X, un projet X et tout. Ouais, ça s'est perdu, mais avant, oui. Et carrément. il y a eu plein de problèmes, mais aux États-Unis, mais en France aussi, En France Ah oui, aussi, ouais, je de pense soirées aussi, qui ont totalement dégénéré à Ouais, cause c'est de ce film. Enfin, après, je pense quand même, bon là on dérive un peu, mais genre je pense quand même que le film il est pas juste à dire faites des grosses soirées, c'est trop cool, parce que Non, le film non. est tellement chaotique que Ouais. Ouais. ça glorifie rien, mais bref, sur le petit point que je peux avoir. Mais d'ailleurs, on n'en a pas Qui est parlé pas non travaillé. plus, mais c'est pareil, c'est un motif récurrent des teen movies, c'est les soirées, les trucs dans les grandes Mhm. baraques américaines, avec les verres rouges, où t'as l'impression qu'il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Et puis qui revient aussi dans les séries, dans tout. Très américain, encore une fois. Exact. On va passer au focus, on va finir sur cette phrase très américain et passer au focus Ouais. de Louis. Ouais, parce que du coup, on a parlé pas mal de teen movie version américaine, Mhm. mais le teen movie, il existe à l'international pour moi. Mais Ouais. c'est quand même un genre très américain, avec ces clichés qu'on a un peu débités tout le long, qui en fait sont seulement dans ces films américains. Pour avoir vu d'autres films qu'on pourrait considérer comme des teen movies, notamment français, on n'a pas du tout le même rapport avec les clichés, je trouve. Ouais. T'es allé directement sur le focus sans donner vraiment l'intitulé du focus. Oui, l'intitulé du focus. Enfin, mais du coup, tu parlais du teen movie international. Ouais, voilà, le teen movie à l'international. Et du coup, notamment en France, je trouve que les teen movies n'ont pas du tout le même rapport à l'adolescence. On parle vraiment plus de classe sociale, j'ai l'impression. Ouais. Je pense à Bande de filles de Céline Sciamma. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un teen movie déjà ? Oui. Totalement. Hier, pour préparer l'épisode, j'ai regardé Le Péril jeune aussi, qui parle aussi pas mal de cette jeunesse en rapport avec les luttes sociales et politiques des années 70. Après, je trouve que le Péril jeune, il a un truc qui se veut un peu à l'américaine quand même. Qui se veut à l'américaine, je suis assez d'accord. Mais on n'a pas ça aux États-Unis. Et du coup, est-ce qu'on peut toujours appeler ça des teen movies ? Est-ce que le teen movie est purement américain ? Alors, et est-ce que les teen movies, si on prend l'abus de langage teen movie, en France, en Grande-Bretagne, bon, je devais voir, pour être totalement franc avec vous, je devais voir Fish Tank de Andrea Arnold, qui me semble est un teen, parle d'adolescence et pas mal de classe sociale et tout. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler toujours de teen movie ? Est-ce que le teen movie n'est pas plutôt genré très à l'américaine et que dans les autres pays, on va plutôt parler de films sociaux sur l'adolescence ? Alors non, je pense pas. Enfin, teen movie, en soi, c'est une appellation qui est assez générique, truc d'adolescent ou pour les adolescents. Et en fait, ce qui va être assez différent en Europe, ça va être le rapport générationnel. C'est-à-dire que j'ai fait exprès de pas trop en parler dans ma présentation pour garder ça pour le focus. Mais en fait, aux États-Unis, il y a un peu ce côté, l'adulte est absent. En gros, t'as l'impression que les parents ils existent pas, ou alors ils sont vraiment personnages fonction, et du coup ça va être ceux qui vont être absents et du coup qui vont laisser leur baraque pour faire n'importe quoi. T'as juste l'adulte fonction de professeur, etc. Alors qu'en Europe, ils vont beaucoup plus explorer le conflit générationnel, et certains des teen movies emblématiques français, ça va être La Boum ou Diabolomante. Et c'est totalement des films où pour le coup le parent a une fonction, et même pour aller un peu plus loin, je dis pas que c'est un grand film, mais voilà, mais un des films emblématiques français c'est aussi LOL. Putain, j'avais oublié son existence. Et LOL, au-delà de parler d'adolescence, la thématique centrale c'est le rapport à la mère, tu vois. Et du coup on va beaucoup plus avoir ce truc de lien aux autres, que ce soit du coup sociaux ou familiaux, dans les films ados pour ados ou d'ados européens. Et c'est pareil, par exemple, dans des films genre Billy Elliot. Oui. Il y a cette quête du jeune personnage qui veut devenir danseur. Mais il y a la confrontation avec les parents parce qu'ils veulent qu'il fasse de la boxe. Il y a les problématiques sociales parce qu'il vient des quartiers prolétaires de banlieue anglaise. Je crois qu'il y a aussi Kess de Ken Loach que j'ai pas vu, mais qui est reconnu comme un teen movie anglais, et pareil qui est sur des problématiques très sociales, quoi.
Et du coup, effectivement, ça va s'exprimer autrement, dans le sens où tu vas plus avoir un ado dépendant d'un environnement que un ado qui veut se construire de manière individuelle. Mais pour moi, on peut quand même parler de teen movie dans le sens où ça parle d'adolescence, ça s'adresse aux adolescents, et il y a des très très bons teen movies français notamment. Enfin, je pense surtout à la France parce que c'est là où j'ai le plus d'exemples. Mais t'as cité Céline Sciamma avec Bande de filles, mais il y a aussi La naissance des pieuvres. La naissance des pieuvres, oui, très qui est génial. Même Tomboy, bon, on est plutôt sur de l'enfance, mais il y a un peu ce côté un peu coming of age, tu vois. Et puis, bien sûr, il faut que je le cite, mais Keshish, qui a fait La vie d'Adèle et Make to My Love, et même L'Esquive, qui sont totalement des teen movies, enfin des teen movies à la française, et dont le propos, le cœur du propos va être social, effectivement. Je vais pas élaborer plus que ça sur La vie d'Adèle parce que c'est un film dont je pense qu'il faut parler longuement pour bien en parler. Mais en fait, le cœur de La vie d'Adèle, c'est l'opposition de classe, quoi. Et il va se servir de cette figure de l'adolescente le film se déroule sur pas mal d'années, donc à la fin on n'est plus sur une adolescente, mais au début elle est au lycée, de cette adolescente qui va grandir, etc. Mais en fait le propos principal il est sur le déterminisme social, quoi. Et donc c'est une construction assez différente. Après, un endroit où j'avoue j'ai assez peu d'exemples de teen movie, ça va être l'Asie. Oui, c'était une autre question que j'avais. Est-ce que le teen movie est pas quand même très occidental ? J'ai pas d'exemple de teen movie en Asie en vrai... Non, occidental, non, ça je suis pas d'accord. Ah ouais ? Non, mais parce que j'ai pas d'exemple après. Ouais, par exemple, bon, on n'est pas en Asie, hein, mais après ça dépend, c'est la Turquie, on oui, ça non, mais bien sûr, occidental, mais par exemple Mustang. Mustang, c'est un film français, hein. Oui, mais c'est un film français, mais qui se passe en Turquie, tu vois, qui est plus qui montre un rapport des adolescents dans une société turque. Oui, mais c'est un film français, donc. Oui, mais d'accord, mais tout le propos du film n'est pas. N'a aucun sens avec la société française. Non, je sais, mais du coup, c'est produit par des Français, c'est fait par une réalisatrice du coup, forcément, elle peut parler de ce rapport d'un point de vue occidental. Tu vois, elle peut. Oui, mais c'est des films quand même qui s'inscrivent dans des sociétés qui sont pas des sociétés Est-ce qu'il s'inscrit vraiment dans la société, sachant qu'il est... oui. La réalisatrice, elle est turque, bah quand oui. même. Elle est franco-turque. Moi, je suis pas d'accord, parce que en fait, la question de savoir si le teen movie c'est occidental ou pas, c'est par rapport à sa création. Et en fait, cite-moi un film turc vraiment fait par des Turcs, produit par des Turcs, qui parlent d'adolescence. À ce moment-là, peut-être. Mais ça reste, pour moi, d'accord, elle ancre ça dans son pays, mais parce qu'elle peut se le permettre, parce que c'est produit par c'est l'Occident. Les questions économiques. Bah pas que. Parce que on est sur des acteurs, des actrices turques, une réalisatrice turque dans une société turque qui parle de problèmes turcs en Turquie. Oui, mais ça a été créé par des Occidentaux. Mais d'accord, mais au niveau c'est surtout une question, je pense, de financement et peut-être aussi de censure. Bah oui, en partie, mais la question reste. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un contre-exemple de dire c'est pas occidental, parce que le film, film a tout d'occidental, mis à part son ancrage géographique. Enfin, si moi demain je décide de faire un film au Vietnam sur les adolescents, ça va pas être un contre-exemple de film. Ça n'a rien à voir. T'es pas vietnamienne et tu parles pas de la culture vietnamienne que tu ne connais pas. Je pense qu'elle parle d'une culture qu'elle connaît, et c'est justement ce film. Le film est un film de commande, hein. Il faut le savoir. Non, mais du coup, pour moi, c'est un très... On s'éloigne. Je pense que un peu quand même. Là, vous êtes plus en train de débattre sur ce film plutôt que c'est intéressant. Pour moi, en tout cas, c'est pas un bon contre-exemple du tout. Bon, ok. Est-ce que t'as un autre exemple, du coup Non, mais par contre, en Asie, j'en ai vu un à Cannes cette année, mais je me rappelle plus le nom. Après, il y en a très peu. En vrai, il y en a... Est-ce que Monster, ça peut être un teen movie ? Je l'ai pas vu encore. Monster de Koreeda. Je sais pas... Non. Il y en a... chez Koreeda, ça va plus être de l'enfance. Oui, mais après, ceci dit, on a un article dans le Super 7 Mag numéro 1 qui parle de la figure adolescente dans le cinéma taïwanais.
Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a. Et après, tu vas avoir, mais bon, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire, mais Suicide Club de Sonotion, c'est avec des lycéennes qui potentiellement, dans l'idée que j'en ai, va plutôt s'ancrer dans la dernière période dont on a parlé, avec les problématiques un peu sombres, etc. Enfin bon, le film s'appelle Suicide Club, je pense que ça Oui, parle c'est pour clair, lui-même. Puis... Il date de quand, le Suicide Club? Alors, je dirais début des années 2000, mais je peux pas. Ouais, parce que aussi l'affirmer. au Japon, dans les années 90, il y a eu tout un truc avec les suicides, et notamment des sectes et tout. Ok. Du coup, le film que j'ai vu à Cannes, c'est Tiger Stripes, donc bon, que j'avais pas aimé, mais c'est pas la question. Après, le problème, du coup, ça va être le même, parce que quand tu regardes dans les pays qui ont financé le film, en fait, c'est un film qui se passe en Malaisie. Donc j'imagine que ça va peut-être pas être si facile de faire des films en Malaisie, j'en sais rien. Mais du coup, tu as la France, l'Allemagne, l'Indonésie, la Malaisie, les Pays-Bas, le Qatar, Singapour et Taïwan. Donc tu as 20 millions de pays, parce que je pense que c'est surtout des questions de financement. Mais pour moi, et c'est... d'aide, par exemple, alors là, je sais qu'il y avait eu des aides françaises de... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, parce que la France, ils distribuent des aides de partout. Voilà. Mais en fait, pour moi, la différence, et là où je trouve que Mustang, c'est pas un bon exemple, c'est entre un film qui va être développé dans son pays, mais où tu vas aller chercher des financements à l'extérieur, parce que c'est pas possible de le faire dans ton pays, et un film qui va être développé en France juste pour l'ancrer géographiquement dans ton pays, mais où tout le développement se fait en Occident, tu vois. En fait, mais pour moi, c'est le propos du film qui compte pour Mustang. Non, mais le propos du film compte, mais pour moi, tu peux pas dire qu'un film est oriental basé sur son propos, tu vois. Enfin, genre. Si le réalisateur vient du pays, je vois pas ce qui gêne. Enfin là, pour le coup, c'est une femme franco-turque qui parle de tout ce qui se passe en Turquie avec des gens turcs. Oui, mais qui a grandi en France, qui a fait ses études en France et qui du coup a gagné un point de vue occidentale sur la question turque, tu vois. Peut-être, mais elle est quand même issue d'une famille du coup qui a vécu en Turquie et qui du coup a grandi dans une culture qui est turque. Non, mais je suis d'accord et que la culture c'est la sienne et qu'elle la connaît, mais ça, en fait on parle de point de vue, et pour moi le point de vue du film reste occidental parce qu'il peut se le permettre. Enfin, parce qu'en Occident tu peux te permettre de faire un film comme ça. Je sais pas. Sinon, j'ai un exemple. C'est pas tout à fait teen movie parce que ça se passe sur un campus à la fac, mais Batch 81 de Mac DeLeon. Ah ouais. Donc film philippin, si je dis pas de bêtises, qui se passe sur un campus, et en fait c'est un teen movie un peu sombre parce que Mac DeLeon se sert d'une histoire de fraternité, donc très américain. C'est bizarrement, il prend un cliché américain un peu des campus movies, donc qui sont un peu, je trouve, un sous-genre du teen movie. Donc les fraternités, sororités, tout ça, avec et l'histoire, donc c'est cette fraternité et des épreuves de bizutage. Et du coup, en fait, il se sert de cette histoire, Mac DeLeon, pour critiquer son pays et un peu les moutons qui suivent la dictature de l'époque aux Philippines, pardon. Et du coup, il rentre un peu peut-être dans cette partie teen movie un peu sombre qui cherche vraiment à parler de quelque chose. D'adolescents aussi de son pays, mais on est plus sur des des gens qui ont fini le lycée, qui sont à la fac, donc on n'est plus trop exactement sur le même truc. Mais si vous nous écoutez et que vous connaissez un petit peu les teen movies en Asie, en Afrique et tout, moi je suis complètement preneur d'exemples de films parce que je suis très curieux de ça. C'est vrai que je ne connais pas trop, donc let's go quoi. Proposez des films, allez-y. En vrai, moi j'ai repensé à un film aussi, c'est Kids Return de Kitano. Oui, c'est vrai, maintenant j'y pense, exactement. Qui pour le coup c'est sur deux ados qui quittent l'école parce que ils sont pas trop faits pour ça, et qui du coup vont tous les deux qui sont meilleurs amis de base et qui vont tous les deux suivre un peu une voie différente suite à cet arrêt de leur scolarité. Et ça reprend énormément de problématiques de l'adolescence. Et après, pareil, du coup, j'ai dit qu'à Taïwan, moi, je connais pas personnellement tous les films, mais donc c'est Richard, big up à lui, qui avait fait un article sur l'adolescence dans le cinéma taïwanais. Et là, je pense à The Brighter Summer Day d'Edward Young. J'ai pas vu, mais ouais. Qui se passe avec des ados pendant tout le long, quoi. Ok, donc c'est effectivement pas occidental le teen movie, et je pense qu'il existe. Non, mais je pense que c'est surtout un problème d'exportation. Et du coup, parce que j'aimerais me rétracter et me ranger du côté de Pauline.
très rapidement. Mais du coup, ce que j'ai fait pendant ces quelques temps, c'est donc je me suis dit bon, je vais regarder un petit peu les reviews de Mustang. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il y a quand même beaucoup de reviews de personnes, du coup pas comme moi, mais qui connaissent un peu la culture turque, etc., qui disent que quand même ça a une vision assez orientaliste et qui a pour but quand même de satisfaire une vision occidentale. Donc après voilà, je m'excuse, mes connaissances de la Turquie évidemment, donc je me suis dit que voilà. Mais il semblerait, en tout cas, bon après c'est vu très rapidement sur quelques reviews, mais qu'il y en a quand même pas mal qui soulignent ça. Donc pour le coup, je pense que tu as plutôt raison, Pauline, donc je me rétracte sur ce que j'ai dit. Ok. Mais proposer des films qui sont pas américains en teen Non, movie, moi je suis très curieux. Je pense que c'est surtout un problème d'exportation et de. Mais après, ceci dit, moi, un des pays que je connais le mieux, c'est le cinéma italien, tu vois, et tu me demandes des teen movies italiens, je peux pas en citer des masses, ça va plutôt être des jeunes adultes. Oui. J'allais dire. Genre les Dino Risi et tout, Pauvre Mébo et tout. Enfin, j'allais citer Zurlini parce que j'en ai vu cette semaine et je pensais à. La fille à la valise, pareil, où Jacques Perrin est assez jeune, mais c'est effectivement... Mais ça va plus être sur des problématiques de jeunes adultes que d'adolescents, tu vois. Il n'y a pas trop de trucs ancrés dans des lycées, des trucs comme ça. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que les teen movies, c'est du coup très... comment dire, la cible, c'est vraiment les gens qui habitent le pays, surtout parce que c'était dans une culture très... Enfin, le truc, par exemple, de la culture américaine, c'est qu'elle est diffuse partout, tout le monde la connaît, donc on peut plus ou moins s'y intégrer. Mais par exemple, je suis pas sûr que on était allemand, on aurait fait cet épisode en Allemagne, on n'aurait pas cité la Boom peut-être pour parler de teen movie français et on aurait dit il n'y a pas de teen movie en France alors qu'il y en a juste. En fait ils restent en France et je pense que les teen movies restent dans leur pays, peut-être pas pour les États-Unis parce que les États-Unis du coup c'est un peu la culture prédominante malheureusement. Donc je pense qu'il y a surtout ça. Non mais je suis d'accord, je pense que c'est un problème d'exportation et que généralement, mine de rien on se rend compte que les codes générationnels d'un pays à l'autre, même voisin, ils vont être très différents parce que ça va être des trucs très précis, genre nous on va avoir des références communes parce que c'est des émissions qu'on regarde, enfin des dessins animés qu'on regardait à la télé quand on était petit, des bonbons qui étaient à la mode dans notre école ou des jeux qui étaient à la mode dans notre école et qui vont pas du tout être les mêmes en Italie ou en Pologne ou j'en sais rien. Et du coup effectivement je pense que c'est des trucs qui s'exportent assez peu parce que c'est dur à exporter dans un pays où il n'y a pas du tout les mêmes codes, quoi. Ah ouais, tu t'identifies pas, quoi. Ouais, mais ça doit être intéressant parce que du coup tu vois autre chose de l'adolescence dans d'autres pays, comment ces adolescents peuvent être perçus. Ouais, mais alors peut-être que quand t'es adolescent, peut-être que plus tard, comme alors pour le coup, film, là oui. Voilà, pour le coup, ce serait pas des films pour adolescents. Mais tu vois un film, par exemple, j'en sais rien, allemand même, tu te dis bah. Oui, bien sûr. Non, mais oui, c'est un rêve, tu vois. Après, est-ce que je sais pas moi, parce que par exemple, est-ce que c'est le format de film, genre là vous parlez peut-être de films avec des acteurs physiques. Est-ce que par exemple dans notre pays ce serait pas, je sais pas, du film d'animation qui serait plus du teen movie, tu vois, pour le coup. Je sais pas, c'est un exemple comme ça. Je n'ai pas d'exemple de film d'animation qui serait un teen movie, tu vois. Ok. Non, mais après, c'est vrai que tu vois, je suis pas experte de la culture japonaise, mais genre au Japon, s'adresser aux jeunes, ça va peut-être être beaucoup plus simple à faire via le manga ou des trucs comme ça. Oui, complètement. Ils s'intéressent. Donc effectivement, peut-être que les médiums aussi diffèrent, ouais. Effectivement. J'ai fini sur mon focus, voilà, c'est très intéressant. Proposez des films, s'il vous plaît, je suis très curieux. Bah oui. Du coup, dernier focus, le mien. Je voulais juste faire le lien entre teen movie et coming of age. C'est un focus, c'est plus je te propose de travailler sur ce focus parce qu'en fait j'ai rien dessus, mais peut-être déjà dire ce qu'est le coming of age. Ouais, alors le coming of age ça va être un film en français on peut dire de passage à l'âge adulte en gros, où il va y avoir une transition pour le ou les protagonistes sur des problématiques qui vont être un peu plus liées à l'adolescence, etc. Et cette entrée dans l'âge adulte avec des nouvelles problématiques, des nouvelles responsabilités, des nouvelles difficultés ou pas difficultés d'ailleurs. Hein. Mais voilà, ça va vraiment être une transition d'âge en fait, coming of age. Un exemple là, typique exemple typique, Lady Bird. Ouais, je pense à ça aussi. Ouais. Donc voilà, et après donc ta question c'était est-ce que les deux sont intrinsèquement liés? Ouais, parce qu'en fait un coming of age c'est par définition un teen movie ou pas et puis inversement est-ce que en fait movie est un coming of age? De base j'aurais tendance à dire oui, que un coming of age est forcément un teen movie
L'inverse, non, pas Ok. forcément. Parce que t'as des trucs où ça se passe, j'en sais rien, pendant une année au lycée et t'as pas vraiment d'évolution entre le début et la fin en termes de maturité. Du coup, Même si t'as toujours un petit côté un peu moral, mais... le coming of age est sur une longue Ouais, vous avez compris. Non, pas forcément, mais il va être sur des temporalités clés. Ok. Par exemple, la fin du lycée et l'entrée à l'université. Ok. Mais en fait, je pense que c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, dans le sens où, tout à l'heure, je parlais des films genre sur les adolescents qui peuvent se rapprocher du teen movie en termes de code. Et en fait, Coming of Age, ça va être un peu... Enfin, on va dire que chacun a son passage à l'âge adulte à différents âges, que c'est quelque chose de plus théorique que ancré dans le temps. Et que du coup, on peut limite considérer, par exemple, je reprends l'exemple de 40 ans toujours puceau, comme un coming of age, alors que le mec, il a 40 ans, tu vois. Ouais. Mais c'est pour les exemples un peu extrêmes qui sont un peu détournés. Après, moi, je pense quand même que le coming of age, ça reste très ancré dans l'adolescence et cette période lycée/université. Peut-être un peu plus vieux que le teen movie classique. Parce que c'est le début des responsabilités adultes. Ça va plus être dans université, même université et post-université, genre l'entrée dans le monde du travail ou ce genre de choses. Ouais. Qui vont être des problématiques un petit peu postérieures à l'adolescence, quoi. Ok. On a fait le tour. On a fait Bah, le je tour. crois. Moi, j'ai une autre question. Allez. Ouais. Est-ce que du coup, le fait que peut-être le teen movie soit plus, ce soit détourné du coup sur la teen série, ça permet, peut-être que, est-ce que c'est parce que la série est du coup beaucoup plus libre pour aborder les thèmes, ou est-ce que c'est purement budgétaire et que ça rapporte plus de faire une série que de faire des films? J'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. Ok. J'aurais tendance à dire que c'est surtout un mode de consommation et que comme le teen movie c'est quand même un genre qui a pour but de s'adresser aux jeunes. En vrai aujourd'hui les jeunes ils regardent beaucoup plus de séries qu'ils ne regardent de films et du coup c'est plus facile de s'adresser à eux via cette manière et d'être rentable. Ok. Je pense. Ok, bon bah voilà, c'est une question que je me posais. Du coup, on peut passer à la dernière partie de l'épisode. Ouais. Qui est les films dont on ne parlera pas dans Exact. la partie 2. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Pas moi parce qu'il faut que je retrouve ma liste. Vas-y, moi je vais commencer parce que ça va être très simple. Tout simplement, moi j'ai hésité entre mes deux teen movies préférés, qui sont tous les deux du même réalisateur, John Hughes. J'ai pas choisi du coup Breakfast Club, qui est un excellent teen movie, il est vraiment très très bon et tout. Donc on en a beaucoup parlé durant la présentation de Pauline, donc c'est ce groupe d'ados très clichés qui se retrouvent ensemble un samedi pour une retenue et qui vont apprendre à se connaître les uns les autres. C'est très touchant, mais je préfère un autre film de John Hughes qui parle aussi énormément, très très bien de l'adolescence, mais qui est plus délirant et plus cartoon, parce que voilà, c'est celui que je préfère et tout, donc voilà, tout simplement. Ok. Mais regardez Breakfast Club, c'est très très bien. C'était Vas-y, rapide Deka. en effet. Alors moi, du coup, j'ai hésité entre 3 films, je dirais, avant de prendre celui que j'ai choisi. Enfin non, 2 films, après du coup, j'ai choisi le mien. Le premier, c'est Clueless, du coup, dont on a déjà parlé, qui est, on va dire, très grandement inspiré de Emma de Jane Austen. Alors, vraiment dans les grandes lignes, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui s'en écartent, mais on voit quand même les liens. Et c'est vraiment un film qui suit... comment qu'elle s'appelle déjà ? Cher. Cher, Qui est à Beverly Hills et qui est, alors, comme dans Emma, qui est un peu populaire et qui fait la matchmaker. Alors, je sais pas comment on dit en français. En gros, qui aime bien créer des couples, mettre les gens ensemble, etc. Non, j'avais le mot et je l'ai perdu. C'est genre une agence matrimoniale. Ouais, voilà. Elle Une fait un peu- entremetteuse. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais, mais j'étais C'est pas ça. sûr, mais voilà. Et donc, du coup, ça tourne un peu autour de ça. Et elle, finalement, est-ce qu'elle va trouver l'amour ou pas? Parce que, du coup, au début, elle est un petit peu en dehors de ça. Elle aime bien juste créer ses couples et être en dehors. Avec un personnage qui est très sûr de lui, très hautain. Alors là, vraiment, c'est repris vraiment de Emma, quoi.
Et moi, je trouve ça trop cool. Enfin, c'est ultra second degré. Le film, il est ultra chaotique. Il y a des moments où on dirait une prise d'otage parce que tu comprends pas ce qui se passe dans tous les sens, complètement n'importe quoi. Mais je trouve ça trop drôle. Les personnages sont trop cool. Les tenues sont trop stylées. Enfin, vraiment, Clueless, c'est trop bien. Donc, moi, je vous conseille de regarder Clueless. Vous l'avez vu tous les deux d'ailleurs, Clueless? Oui. Je crois que t'avais pas trop aimé, toi, Louis. Moi, c'est plus, c'est un bon film, mais c'est plus l'ambiance Beverly Hills qui m'énerve très très vite en fait. Ok. Et Pauline, toi, t'avais aimé? Comme t'as dit, c'est assez chaotique, donc je sais pas forcément quoi en penser, mais en vrai, c'est fun à regarder. Et puis il y a Paul Rudd, donc voilà. C'est cool. Vrai qu'il y a Paul Rudd. Et du coup, l'autre film dont j'ai hésité, bon, alors, vous verrez dans la partie 2, Pauline et Louis ont choisi des films plutôt bonne vibe, j'ai envie de dire, même si Pauline, c'est un peu plus compliqué, mais je veux dire... plus classique quand on entend en tout cas. Donc je me suis dit, bon, on va faire autre chose, on va prendre un truc un peu plus cinéma indé, quoi. Et donc j'avais pensé au début à Elephant de Gus Van Sant, qui est du coup un film sorti en 2003. On avait dit 2001 tout à l'heure, mais c'est 2003. Qui parle en gros... Alors en fait, Gus Van Sant a fait une trilogie de films, donc qui est Jerry, Elephant, et j'ai un trou de mémoire sur le dernier qui est sorti juste après Elephant. Une petite seconde, je vais le revoir. Sache quand même un truc. Tu vas pas Paranoid Park? Non, c'est Last Day. Ah oui. Sache un truc tout de suite. Je suis très déçu que tu l'aies pas pris, Elephant. Ouais, mais en vrai, tu te serais fait chier. Ouais, mais je suis déçu. Bah écoute, fallait me le dire. Je te l'ai dit. Ah ouais? Oui. Ah, bah, je vais pas faire attention. Bon, en gros, qui sont 3 films. Bon, une trilogie, pas vraiment une trilogie suivie, mais 3 films où il va vraiment se baser sur des faits divers. Et du coup, pour Elephant, il se base sur Columbine, donc la fusillade, on va dire très connue aux États-Unis, pardon, dans ce lycée. Et donc il se base là-dessus. Et en gros, on suit des adolescents, en gros le jour d'une fusillade. C'est un film qui est très expérimental. Bon, comme souvent chez Gus Van Sant, en tout cas, il côtoie beaucoup il aime beaucoup expérimenter. Et du coup, c'est un film que je trouve très fort, mais qui peut être un peu ennuyant. Je pense qu'on peut quand même dire ça, parce qu'il a une façon de vraiment étirer le temps, de faire des longs plans sans cut, donc des longs plans séquences où tu suis des personnages, il ne se passe pas grand-chose, juste c'est vraiment une atmosphère et qui mène du coup à la fusillade. Alors voilà, là on est direct sur un autre mood, on est sur des trucs beaucoup plus dark, mais j'ai hésité à le prendre. Mais la forme, je me suis dit que je ne sais pas si ça allait te plaire. On s'en fout. Ouais, mais j'ai pris quelque chose d'autre très cool aussi. Oui, mais au final, on s'en fout que ça me plaise. Non, je pense que le choix de Deka est pas mal. Ouais. Non, mais peut-être très très bien. Mais je suis déçu. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le regarder? Bah, parce que je me dis, plus je regarde de films, moins vous avez de choix. Non, on va pas refaire tu peux le regarder. Mais je veux dire, peut-être qu'il peut être abordé dans un autre thème. En vrai, de vrai. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, tu vois, genre par exemple. On l'a déjà fait, je crois. Tu veux Histoire vraie. Un exemple débile. Ouais. Si je vais pas au cinéma avec toi, c'est peut-être que le film qu'on va voir, ça va être ton film préféré de l'année. Non, alors là, les excuses quoi pour pas voir de film. Non, c'est vrai. Et si je vois un film avec toi et que c'est ton film préféré de l'année, je peux pas le revoir du coup. Oui, mais je t'en donnerai un autre. Viens avec moi au cinéma. Je suis seul maintenant. Non. Et ben écoutez, c'est tout pour moi. Et Pauline. Ouais. Alors moi, j'ai pas hésité à. Ah non, pardon. Excuse-moi. Pardon. Très très rapide, Mysterious Skin de Araki. Mais non, c'est trop dur mentalement. C'est trop dur à regarder. C'est un film qui parle de violence sexuelle, du coup chez les adolescents, qui est un film. C'est très plombant. Très dur, très 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 dur. Je pense que c'est un des films qui m'a été le plus dur à voir dans ma vie, vraiment. Ouais, c'est très très dur. Okay. Mais c'est pas graphique. Enfin, suggéré. Je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 scènes qui mais en fait c'est vraiment. C'est suggéré et puis c'est trop bien. C'est pesant franchement, en fait. Mysterious Skin, c'est vraiment très bien. Ouais. Mais en vrai, j'avais pas envie de me remettre dans Mysterious Skin et tout. Enfin, c'est trop. Je l'ai vu une fois, c'était très bien. Je m'arrête là, mais je voulais quand même le citer. Okay. Et parce que je trouve que c'est un film qui réussit très bien son propos, parce que c'est un propos qui est quand même assez touchy, parler de ça, et ça peut très vite être raté. Et pour le coup, Mysterious Skin, je trouve que c'est vraiment une réussite et c'est très très bien. Très bien. Voilà. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pas vraiment hésité entre des films à proprement parler, mais plus entre quelle branche du teen movie j'avais envie de représenter dans mon choix, on va dire.
Donc je me disais, est-ce que je choisis une comédie musicale à la Cry Baby ou Hair, qui en vrai est un genre qui est assez fun, je trouve, pour parler d'adolescence. Mais je me suis dit, comédie musicale, on a fait un épisode dessus, etc. Voilà. Est-ce que je choisis un truc un peu dark, genre Donnie Darko? Est-ce que je choisis un truc un peu genre carrément cliché? Et là, j'avais pensé à 10 Things I Hate About You, qu'on n'a pas cité, mais qui est genre le cliché teen movie à l'américaine, où la meuf, avec une histoire, une romance entre un mec rebelle insupportable et une meuf plutôt intello, etc. Mais qui en vrai est cool, je trouve. Ou est-ce que je choisis un truc européen pour dire les teen movies c'est pas que aux États-Unis. Donc j'avais pensé par exemple à Submarine, qui je crois est anglais. Il me semble, ouais, je l'ai pas vu. Qui est très cool, ou un film de Keshish, mais je suis pas sûre que ça aurait plu à tout le monde. Et au final, j'ai choisi aucun de tout ça, et j'ai choisi un film un peu, on va dire... je me suis dit, je vais prendre un film qui m'a marqué moi dans mon adolescence, parce que du coup ça concentre un peu tout le genre, et qui est un peu à la lisière de tout ça, genre c'est ni full cliché, et en même temps tu retrouves plein de codes, ni totalement une comédie, ni vraiment un drame. Donc voilà, je vous le vendrai dans la partie 2. Ok. Eh bien, écoutez, on a fini pour cette première partie. On a beaucoup discuté. On espère que ça vous a plu. Bah oui, carrément. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié les réseaux. Mais on se retrouve du coup, nous, la semaine prochaine pour parler de la partie 2. Ouais. Donc, dans laquelle Pauline, Louis et moi, on va présenter un film à frigo. Donc, un film du thème. Vous verrez très vite au courant de la semaine quel film on a choisi. On va peut-être faire un petit tour du coup pour donner vos réseaux, puis après je donnerai les réseaux de l'assaut et puis on pourra conclure. Et on va faire comme d'habitude. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Twitter à @frigobits avec un S, sur Instagram à AL_SIIM et sur Letterboxd à Frigo05. Quoi ? Frigo underscore. Oui. Frigo underscore. 05 Il me semble. Non, mais il y a un truc où j'ai ça, mais je sais plus où c'est. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Ok. Moi, du coup, sur Twitter, c'est polynôme-8. Sur Instagram, Pauline-8, Janon, J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd, Melvin Udall, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et pour moi, c'est très simple, c'est Loulou-8 MacDuck sur Twitter, Instagram et Letterboxd. Et du coup, moi, c'est sur Twitter DK24 underscore et sur Letterboxd DK24. Le podcast est retrouvable sur Twitter, Instagram, Studio7pod, @Studio7pod, et sur Letterboxd, c'est Studio7. Est-ce que la liste de slasher est... Au moment où on enregistre, non, mais au moment où l'épisode va sortir, oui. Ok, d'accord. Donc, vous aurez déjà la première liste de la saison sur le slasher disponible. Dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, on va vous demander quel film quel teen movie vous aurez choisi, qu'on rajoutera dans une nouvelle liste sur le teen movie. Et puis, n'hésitez pas, on fera aussi après l'épisode 2, mais on en reparlera un sondage pour savoir quel est le film que vous avez préféré. Et puis, voilà. N'hésitez pas à nous suivre, à partager l'épisode, ça nous aide beaucoup. Nous aide, ouais. Et allez check super7.fr. Voilà, parce que l'assaut est... comment, c'est quoi le podcast mot déjà ? est associé à Ouais, l'association Super 7. c'est ça. Donc, allez voir, il y a plein de trucs. Mais bon, on le lit à chaque fois, donc commencez à connaître. Et puis, si vous découvrez, écoutez nos autres épisodes et vous aurez toutes les infos. Voilà. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut.